Allez, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu pour cette presse sur la localisation. J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai essayé de me limiter à que les points problématiques. Et vous verrez, il y en a beaucoup. J'ai mis beaucoup de texte parce que je suis une geek des mots aussi, donc voilà, j'espère que ça ne sera pas trop indigeste. Et je risque de parler vite. Déjà parce qu'il y a beaucoup de slides et en plus parce que c'est ma nature. Donc accrochez-vous, ça devrait aller. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aurélie, je suis dans la traduction depuis au moins 10 ans, spécialisée en jeux vidéo. J'ai fait beaucoup de choses, comme vous pouvez le constater, notamment de la traduction. J'ai aussi cofondé mon agence de localisation, donc voilà. Et je suis pour l'instant co-chair au sein de l'IGDA, dans la branche localisation toujours. On essaye de travailler sur les bonnes pratiques dans le milieu, à l'échelle internationale. Et j'ai fait plein de trucs aussi, mais on va passer... Et du coup, on va attaquer directement dans le vif du sujet, avec le premier point qui pose problème, c'est la structure des fichiers. Parce que non, un fichier Excel seul, avec juste la colonne de texte en anglais, ça ne suffit pas pour faire une bonne trad. Donc, accrochez-vous, il y a du texte. Voilà, donc là, je vous ai mis juste la liste des fichiers les plus importants. Vous devez reconnaître les formats, je pense. Voilà, je vous invite, avant même de commencer à penser loc, quand vous lancez votre logiciel, essayez de regarder un petit peu comment vous pouvez exporter vos fichiers, quels formats sont compatibles. C'est plus pratique déjà pour vous, ça vous évite de le faire à la dernière minute et de paniquer parce que vous n'arrivez pas à avoir les bonnes infos. Et voilà. Et du coup, là, je vous mets des infos importantes. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on traduit? Alors, la première, qui peut paraître bête, mais ça va être les string ID. Si on peut les avoir, c'est bien. Si vous pouvez les écrire avec autre chose que des chiffres et des lettres, c'est encore mieux pour nous. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose comme le deuxième qui est indiqué en bas, qui indique, par exemple, quand vous avez du texte. Là, ça peut être, par exemple, la scène, le chapitre, le dialogue, le choix en question. Comme ça, nous, quand on traduit, on sait à peu près où on se trouve dans l'histoire et on arrive à comprendre la logique. Et si, par accident, vous les triez par ordre alphabétique, on n'a pas des dialogues dans le désordre. Parce que je peux vous garantir que ce n'est pas le truc le plus drôle à faire. Ensuite, évidemment, le texte à traduire. Souvent, ce sera en anglais. Si vous avez bossé en français, votre texte en français, c'est cool aussi. Parce que certains traducteurs arrivent à comprendre le français et peuvent donc suivre un petit peu ou avoir double contexte. Autre point, la limite de caractère. Parce que forcément, vous vous doutez, les menus, les interfaces, l'espace est restreint. Si vous avez déjà localisé en allemand, je pense que vous comprenez le problème. Voilà, vous rigolez donc vous savez. Et sinon, les commentaires, ça peut paraître bête, mais quand vous êtes dans votre truc, vous pensez pas, pour vous c'est évident. Mais nous, quand vous faites des blagues ou des jeux de mots, ça c'est les pires. On aime bien savoir à quoi vous avez pensé, quel a été le process, comment vous les avez créés, parce que nous, on a le résultat final, c'est cool, mais on aimerait comprendre aussi un peu comment vous êtes passé là. Et puis après, quand vous avez des références, par exemple, vous citez une référence un peu culte d'un film, tout le monde va peut-être pas la capter. Donc c'est bien aussi de pouvoir expliciter ça et de rajouter cette info en commentaire à côté de la ligne pour être sûr que personne ne passe à côté. Parce que le but de la traduction aussi, c'est quand même de reproduire l'expérience de jeu que vous avez pensé dans une langue différente, avec une culture différente. Donc un exemple avec un fichier. Alors je suis désolée, c'est tout petit, c'est horrible. Mais en haut, vous avez différentes colonnes avec des informations comme l'ID, le fichier, la description et les langues. Et un truc qui peut être sympa aussi, c'est de diviser votre fichier en plusieurs onglets, par exemple, pour pouvoir naviguer plus facilement, séparer l'interface des dialogues. Parce que je ne sais pas ce qui se passe avec vos outils, mais nous, des fois, on se retrouve avec des morceaux de jeu comme le début du jeu, puis de l'interface, puis peut-être le milieu, parfois la fin. Ça m'est déjà arrivé de commencer avec la fin du jeu. Bonjour les spoilers. Et justement, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe de notre côté, parce que ça a l'air un peu mystique comme ça, et on ne se rend pas trop compte. Donc, il y a encore des irréductibles parmi nous qui travaillent sur Excel en direct. Je ne sais pas comment ils font, mais sinon, la plupart, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle un outil de TAO, ou en anglais Cat Tool, sachant qu'en plus, le chat est le meilleur ami du traducteur, donc c'était tout trouvé. Et ça nous aide pour la gestion, mais également pour tout ce qui va être ce qu'on a besoin au quotidien pour la trad, donc des glossaires. Les mémoires de traduction, si vous avez déjà bossé en log, vous avez entendu parler de ça, c'est un fichier qui regroupe pour chaque ligne le texte original et sa traduction.
qui sert un peu de base de mémoire, justement. Chaque fois qu'on a une mise à jour, ça nous indique un petit peu justement comment on avait traduit ça la prochaine fois. Parce que quand vous prenez un projet que vous avez traduit il y a 6 mois, pour vous rappeler les choix que vous avez faits, c'est un peu galère. Après, on a nos propres outils de QA pour vérifier qu'on a utilisé les termes de notre glossaire, qu'on n'a pas oublié une variable en cours de route, et ainsi de suite. Et enfin, on s'en doute pas, mais un correcteur orthographique. Parce que j'ai certaines personnes de bonne volonté qui nous créent des outils pour nous faciliter la vie en traduction, sauf qu'il manque tout ça, et surtout il manque le correcteur orthographique. Et c'est un peu notre deuxième cerveau, parce que les fautes de frappe, les coquilles, les fautes d'accord, on les loupe. Donc ça nous permet aussi de nous y retrouver. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors si vous avez peur, vous inquiétez pas, moi j'ai peur quand j'ouvre Unity. Donc bienvenue au club. Donc ça c'est notre interface, c'est tout bête. Au milieu, 2 colonnes, comme Excel, tout simple. Et tout autour, ça va être là où on va avoir les infos. À droite, il y aura tout ce qui est donc en rouge la mémoire de traduction, en bleu le glossaire. Et en dessous, ça va être justement les infos que je vous ai demandées. Donc je vais vous montrer directement avec Excel. Donc les points bleus, ça va être par exemple le string ID, le nom du fichier et la description. Et vous les retrouvez dans le même ordre dans la colonne au centre. Je les ai floutés parce que bon, c'était quand même un vrai projet et je ne veux pas péter mon NDA. Mais voilà, donc en fait, rien qu'avec ça, quand je travaille, sur chaque ligne, je vais avoir les informations correspondantes qui vont apparaître. Et du coup, j'ai juste à jeter un coup d'œil à côté pour savoir où je me trouve dans le fichier, à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un menu? Est-ce que c'est un sous-menu de quelque chose? Est-ce que c'est un dialogue? Et si vous avez laissé des informations complémentaires pour que je puisse comprendre, du coup, elles sont affichées aussi. Et je vais parler aussi de limite de caractère. Alors celle-là, elle est super simple, c'est juste un chiffre à mettre dans une colonne. Et nous, en bas, ça nous met une alerte pour nous dire qu'on a dépassé et qu'il faut raccourcir le texte. Après, il y en a aussi parmi vous qui sont très fans des fichiers Excel hyper colorés. Alors, c'est super pratique pour du suivi. Mais nous, nos logiciels sont un peu aveugles à tout ça. Donc, si vous voulez vraiment indiquer des informations colorées pour qu'on puisse s'y retrouver, le mieux, c'est d'en mettre le moins possible. Si votre fichier exporte des lignes qui ne sont pas à traduire, tout ce qui va être ligne obsolète, vous les mettez en une seule couleur, comme ça, nous, on ne les importe pas. S'il y a des ajouts que vous voulez les signaler, vous pouvez mettre en couleur. Et là, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais si vous avez modifié quelque chose, changé un mot, changé une virgule, quelque chose comme ça, vous pouvez aussi l'indiquer en couleur. C'est à vous de voir si vous voulez faire votre travail. Et pour éviter les problèmes, pensez à faire la mise à jour régulièrement du fichier et de ne pas oublier de changer les couleurs en cours de route. Maintenant, les contraintes, parce que bien évidemment, qui dit localisation dit contraintes, sinon c'est pas drôle. Les premières, ça va être tout ce qui va être linguistique, et la plupart du temps, la grammaire ne sera pas forcément votre meilleur ami, et le combo mortel pour vous, ça va être la syntaxe, les pluriels et le genre, pour les principaux. Parce que la syntaxe, la plupart du temps, vous allez vouloir utiliser la concaténation pour aller plus vite, donc assembler les phrases comme des pièces d'un puzzle. Sauf que ça ne marche pas à tous les coups. Il y a certaines langues qui vont mettre le verbe à la fin, donc vous vous doutez bien que, suivant comment vous avez structuré votre phrase, ça coince. Il y a des questions de pluriel. Certaines langues ont plusieurs types de pluriels en fonction de plusieurs paramètres. Et il y a les questions de genre, où des fois il n'y en a pas, des fois il y en a. Donc ça, c'est vraiment le combo mortel. Et la solution pour vous, ça va être d'éviter la concaténation. Alors ouais, ça fait plus de mots, ça coûte plus cher, mais ça fait moins d'erreurs à la fin. Et côté design, le plus gros pour vous, ça va être la police, parce que vous allez flasher sur une super police custom. Et le problème, c'est que vous n'allez pas avoir tous les caractères. Et le classique, le manque de place. Comme je vous l'ai dit, l'allemand, c'est un gros problème. C'est une langue qui a tendance à prendre beaucoup de place et qui va exploser votre design. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ces points-là, vous pouvez vérifier avant même d'envoyer en localisation, et ça s'appelle la pseudo-localisation. Donc, vous voyez très bien sur l'écran, il n'y a pas de problème d'affichage. C'est juste une simulation de traduction qui va remplacer toutes les lettres par des caractères de n'importe quel alphabet. Et comme vous pouvez le voir, ceux qui apparaissent avec des gros carrés, enfin rectangles blancs, c'est ceux qui vous indiquent que votre police ne peut pas les afficher. Donc c'est déjà un bon test pour voir si ça marche ou pas. Et vous pouvez aussi simuler la longueur. Donc les phrases ici sont rallongées artificiellement avec des underscores et le symbole $, pour essayer de simuler la longueur d'une phrase en allemand. Et si vous avez codé en dur, qui fait encore ça en 2025, vous verrez votre texte parce qu'il ne sera pas remplacé par la police. Donc du coup, vous saurez que vous avez oublié des phrases et qu'il faudra les rajouter dans le fichier avant de les envoyer en traduction. Alors je ne sais pas il me semble que Unity vous permet de le faire, Godot c'est sûr, et Unreal j'ai essayé de chercher et j'ai découragé devant le process, donc je ne sais pas. Mais moi, avec mon super logiciel de loc, je peux le faire. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, moi je peux vous aider.
Voilà, donc maintenant que vous avez structuré un petit peu vos fichiers et que vous avez commencé à réfléchir à vos contraintes et que vous avez fait la pseudo-localisation pour éviter d'oublier du texte, à quel moment on traduit? Eh bien, on commence ni trop tôt, ni trop tard. Le problème, c'est que souvent, c'est souvent à la fin. Quand vous pensez à la localisation, vous avez déjà tout fait et vous arrivez vraiment en fin de projet, la sortie, elle est proche. Et le problème, c'est que tout est dans l'urgence. Les deadlines sont trop courtes. Et dès qu'il y a le moindre problème qui vous est remonté, comme par exemple la concaténation qui ne marche pas, ben vous n'avez pas le temps de trouver une solution de secours ou vous trouvez quelque chose qui sauve les meubles, on va dire. Et si vous le faites trop tôt, là, votre problème, c'est que vous n'avez pas finalisé vos textes. Donc à chaque fois, vous allez revenir avec des modifications et vous allez devoir repayer encore et encore et encore à chaque fois que vous les renvoyez en traduction parce qu'ils ont été modifiés. Donc il faut les recorriger, peut-être les retraduire différemment si vous avez changé un mot. Et dans tous les cas, ça explose votre budget. Donc, il y a un framework qui existe dans le milieu de la localisation qui est peut-être plus utilisé pour le logiciel et les sites web. Et c'est le framework Guild avec différentes étapes. Et moi, j'ai essayé d'identifier un peu ce qui pourrait vous aider à prendre des décisions en cours de route. Donc la première, tout ce qui est globalisation, ça va être au tout début de votre projet. Quand vous commencez à vous renseigner un petit peu sur le jeu que vous allez faire, parce qu'à un moment donné, vous allez quand même bien identifier des jeux qui ressemblent aux vôtres pour aller les pitcher, histoire de convaincre. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi vous renseigner sur quelles ont été les langues qui ont été choisies par ces autres jeux. Essayez peut-être de contacter les devs pour savoir qu'est-ce qui a vraiment marché pour eux ou quelles langues ont vraiment été un flop, pour vous donner une idée. Et du coup, ça vous donnera une idée de vous, vers quoi vous pouvez vous orienter. Et si vous avez des doutes, vous pouvez aussi demander bien sûr au publisher si vous avez déjà signé. Et ça vous aide pour la suite, parce que si vous savez vers quelle langue vous partez, vous savez aussi quelles seront vos contraintes. Admettons que vous décidiez d'aller localiser en arabe directement, vous savez que dès le départ, vous allez devoir penser à un design où le texte peut se lire de droite à gauche, et pas dans l'autre sens. Plus, bien évidemment, les polices qui vont avec, et ainsi de suite. Et après seulement, une fois que vous aurez fait tout ça, vous pouvez penser à la localisation. Mais la localisation, ce n'est pas juste envoyer ces textes. Il y a aussi l'après, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez reçu vos textes, faut quand même vérifier si ça marche ou pas en fait. Donc c'est un gros processus et comme vous pouvez le voir, la traduction, en fait, elle arrive un petit peu à la fin parce qu'en réalité, avec ce schéma, vous voyez en fait la traduction c'est juste une partie du processus. C'est vraiment que l'étape de traduction des textes et pas tout le process de localisation. Donc il y a beaucoup de choses à penser autour. Et encore, je simplifie à fond, parce que localisation, il y a énormément de choses à voir, mais on n'a pas le temps. Donc, petit pipeline pour savoir quels vont être vos devoirs. Il y a beaucoup de travail à faire en amont. Déjà, pour commencer, tout ce qui va être la prépa. Vous allez devoir choisir vos prestataires. Est-ce que vous passez par une agence, par des freelances, sachant que les agences font aussi travailler des freelances. Donc, à vous de voir. Après, c'est surtout une question de temps, en fait. Est-ce que vous avez le temps de gérer tout le monde, ou est-ce que vous préférez que quelqu'un vous aide et s'occupe de cette partie-là? Vous aurez aussi la partie de préparation des fichiers, évidemment. Donc, vous devoir exporter vos fichiers, vérifier que toutes les infos sont présentes. Est-ce que vous avez oublié de rajouter les limites de caractères? Est-ce qu'il y a bien des commentaires un peu partout? Sinon, le kit de localisation, dont je vais parler un tout petit peu plus tard, parce que ça aussi, en plus du fichier, c'est vraiment le kit de survie, on va dire, de vos équipes de traduction. Et autre point important qui n'est pas assez fait, ça va être prévoir un kick-off, un appel avec vos prestataires pour essayer de définir quels sont les fichiers que vous voulez envoyer, sous quel format vous voulez les récupérer, quels sont les délais également, ainsi de suite. Et aussi ne pas oublier une période de familiarisation qui est souvent oubliée, c'est-à-dire qu'on envoie les fichiers à traduire avec une certaine deadline, mais on ne tient pas compte que ça serait bien que les gens arrivent un petit peu à jouer au jeu avant, ou aient juste le temps de lire la Bible de 80 pages qui leur a été envoyée avant de commencer le projet. Et ça peut durer vraiment plusieurs semaines. Ça dépend si vous sélectionnez des prestataires, le temps qu'on vous réponde, le temps qu'on vous envoie les devis, le temps que vous fassiez le choix, parce que tout dépend qui valide le devis. Et ensuite, combien de temps il vous faut pour préparer les fichiers? Est-ce que vous étiez prêt ou est-ce que c'est la panique à bord et qu'il y a tout à faire dans l'urgence? Et ensuite, la traduction. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment la traduction en 2 étapes, c'est-à-dire une partie de traduction et une partie relecture. Moi, je sais que dans mon agence, on fonctionne en binôme, c'est-à-dire qu'il y a toujours une personne qui traduit, une personne qui relit. Et je vous ai mis une cadence qui, si vous avez de l'expérience, elle peut peut-être vous sembler basse, mais en fait, nous, on tient compte du fait qu'on travaille avec des freelances
Et les freelances, ils ont leur propre planning aussi à côté et leurs propres clients. Donc des fois, ils ne sont pas dispo 8 heures par jour, comme c'est le temps nécessaire pour traduire 2000 mots. Donc on part plutôt sur une estimation à 1500 et à peu près 3000 ou 4000 mots par jour de relecture. Sachant que ça demande des fois beaucoup de recherche, ça dépend des projets. Je vous ai mis, là c'est une estimation, mais le temps nécessaire à la traduction dépend aussi, est-ce que vous bossez sur un simulateur ? Est-ce qu'il y a besoin d'être super précis ? Parce qu'on sait très bien que pour les jeux de simulation, les joueurs sont plutôt un peu hardcore, ils connaissent vraiment le vocabulaire. Donc il faut aussi que les équipes de traduction soient super pointues dans leur choix de traduction derrière. Et après, si par contre vous êtes parti sur un jeu bourré de jeux de mots, c'est pareil. Tout le monde n'arrive pas à aligner les blagues à la suite comme ça. Donc ça prend un petit peu de temps de trouver le truc qui colle bien, surtout à savoir que l'humour, c'est vraiment en localisation le truc le plus difficile. Les différences culturelles font que c'est pas si évident que ça d'adapter une blague d'une langue à l'autre. Et je ne vous l'ai pas dit, voilà, vous aurez aussi, parce qu'il ne faut pas croire que la traduction, c'est le moment où vous envoyez le fichier et vous attendez que les choses se passent. En fait, c'est le moment où on a vraiment besoin de vous. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde à toutes les questions qu'on se pose. Donc, je vous ai mis un exemple de fichier de questions qu'on utilise, qui est relativement basique. Mais c'est un fichier qui a l'avantage d'être en ligne, donc il est partagé avec toute l'équipe, ce qui veut dire que toutes les langues voient quelles questions ont été posées. Ça permet de garder une trace des réponses, et être sûr que tout le monde ne pose pas deux fois la même question. Parce que ça, c'est pareil. Et ça vous évite aussi d'envoyer des chaînes d'emails dans tous les sens et on n'arrive plus à retrouver qu'est-ce qui a été posé comme question, quelle réponse a été donnée. Et une fois que vous avez récupéré vos fichiers, arrive l'épreuve du feu un peu pour vous. C'est-à-dire que vous allez réintégrer le fichier et vous espérez que tout passe comme il faut, que l'import se fasse correctement dans le logiciel. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un couac, un bout de code qui a sauté ou quelque chose comme ça. Et une fois que ça marche, vous devez prévoir une build à transmettre parce que du coup, il y a la LQA qui vous attend. Donc après, c'est à voir si vous passez par les mêmes personnes ou par d'autres personnes. Mais il va falloir quand même que quelqu'un se dévoue pour tester le jeu. À moins que vous ayez une équipe en interne avec des locuteurs natifs de chaque langue. Ça dépend de vous. Et pour que la LQA se passe bien, c'est quand même bien de prévoir un peu des cheats pour les équipes. Parce que des fois, c'est long d'essayer de jouer au jeu. Ça peut prendre beaucoup de temps déjà de checker le texte, parce qu'il faut vraiment scruter le texte, vérifier qu'on n'a pas laissé passer une faute d'orthographe ou qu'on n'a pas fait une erreur de traduction, parce que des fois, il y a peut-être quelque chose qu'on a mal compris et qu'une fois qu'on a le texte devant les yeux, le vrai texte de jeu, pas le fichier Excel en 2 colonnes, on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose. Et puis sinon, un petit conseil que j'ai mis, c'est bien des fois d'avoir une solution un peu de debug où on peut voir les clés de jeu pour savoir quel texte a posé problème pour pouvoir le retrouver plus facilement. Plutôt que de dire cette phrase elle marche pas, c'est mieux. Et puis, prévoyez aussi un document qui explique à vos équipes comment procéder. Les commandes à utiliser, ça c'est bien aussi de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Et attention aux configurations clavier, parce qu'entre QWERTY et AZERTY, des fois on nous dit une touche, et en fait on est obligé soit de switcher le clavier, soit d'appuyer un peu partout jusqu'à trouver laquelle lance la console. Donc si vous avez un truc simple, un F quelque chose, ça passe très bien. Et là, pour l'intégration, ça dépend vraiment de vous. Combien de temps vous avez besoin pour réintégrer les fichiers, combien de temps vous avez besoin pour préparer la build et tous les documents qui vont avec. Et arrive enfin la LQA. Donc du coup, soit vous passez par le même prestataire. L'avantage, c'est que c'est les équipes qui ont travaillé sur le jeu, donc elles savent les choix qu'elles ont faits, elles savent pourquoi elles ont fait ces choix de traduction. L'inconvénient, c'est que tout le monde n'a pas forcément une expérience QA. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et avec un prestataire externe, techniquement, c'est censé être des équipes qui ont de l'expérience QA. Par contre, elles ne sont pas derrière les choix de traduction. Et si elles détectent quelque chose qui ne leur va pas, elles ne vont pas forcément comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Et c'est un peu plus compliqué. Et il peut y avoir des petits conflits entre le prestataire externe et les prestataires qui ont fait la traduction avant. Enfin, des conflits, des incompréhensions. Et pareil que la traduction, il faudra être là pour suivre un peu les bugs aussi, pour voir un petit peu ce qui se passe, est-ce qu'il y a un gros bug majeur qui a été signalé ou pas. Et l'LQA aussi, ça se fait en plusieurs étapes. C'est pas un batch comme ça et puis on espère que ça se passe bien. Le mieux, je conseille à peu près 2 ou 3 de tours. Parce que le premier, ça va permettre déjà de détecter les bugs principaux, les gros problèmes. On vous renvoie les fichiers corrigés, vous les réimportez dans la build pour qu'on puisse tester avec la version corrigée et on recheck qu'il n'y ait pas d'autres bugs, et ainsi de suite, jusqu'à la phase finale où on fait vraiment un dernier contrôle des derniers bugs, et on valide pour dire que cette fois c'est bon, la lock est prête et que le jeu peut sortir comme ça.
Donc là, la petite notion à prendre en compte avec la LQA, c'est que le nombre d'heures de LQA qui sera faite ne correspond pas au temps que ça va réellement prendre. Vu qu'il y a pas mal d'allers-retours à faire, ça va prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines, tout dépend s'il y a un gros bug majeur qui a été détecté, combien de temps vous avez besoin pour le corriger. Et donc ça, c'est un exemple de fichier LQA, c'est à peu près pareil que le fichier de question. À la différence, c'est qu'on va rajouter des descriptions pour reproduire le bug, un lien vers un screenshot pour montrer un petit peu, et puis à vous ensuite de répondre derrière pour dire que c'est un bug ou une feature, tout dépend si c'est fait exprès ou pas. Et enfin, si vous arrivez là, déjà vous avez fait le plus gros. Et j'ai mis après les assets marketing. Alors la page Steam, ça dépend, des fois vous commencez déjà par la page, et ensuite vous lancez la trad du jeu. Ça dépend si vous voulez participer à un Steam Next Fest et vous voulez déjà avoir la page de prête. Ça c'est vous. Si vous voulez publier des Steam News régulièrement ou un devlog, est-ce que vous vous lancez aussi dans la loc? À vous de voir. Et puis après les dernières corrections. Et un petit détail, s'il y a des corrections apportées en traduction, ne les changez pas vous-même. Groupez-les et envoyez-les à votre prestataire pour que tout soit fait dans un batch. C'est quand même mieux que... Et ça évite les conflits. Et puis nous, de notre côté, le problème, c'est que si vous faites des modifications, nous, on a un fichier qui est obsolète derrière. Et que par accident, si on n'y pense pas, on risque de réexporter un fichier qui va écraser vos modifs. Et du coup, vous aurez fait ça pour rien. Donc c'est un peu dommage. Et pareil, là, la durée dépend, parce que ça dépend, c'est des volumes qui sont peut-être plus petits que votre jeu. Ça peut être 100, 200, 300 mots. Donc ça va beaucoup plus vite à faire. Et pour vous donner une idée, alors là, c'est un projet de 10 000 mots, mais c'est brut, ça ne tient compte d'aucun paramètre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la difficulté qui est prise en compte. Il n'y a pas la question de est-ce que c'est une liste avec une centaine de mots façon Pokémon, qui là sont hyper compliqués à traduire. Et là, vous ne mettez pas 3 mois pour tout faire. Mais ça vous donne une idée à peu près des 4 premières étapes. En gros, combien de temps il faudrait pour le faire. En espérant que vous vous laissez une petite marge quand même pour la sortie. Et là, j'ai déjà rajouté des marges pour que ce soit confortable. Mais plus vous vous laissez de temps, mieux c'est. Et du coup, comment on fait le kit de localisation parfait? Déjà, le kit de localisation, ça sert à quoi? Ça sert à donner le max d'infos à ces équipes. Parce que vous passez énormément de temps sur le jeu. Au bout d'un moment, je pense que vous finissez par le connaître par cœur. Limite, il vous sort peut-être par les yeux. Au bout d'un moment, c'est parce que vous avez passé trop d'heures dessus. Mais le truc, c'est que nous, quand on arrive derrière, en fait, on n'a que quelques jours ou quelques semaines pour essayer d'absorber le maximum de connaissances et d'avoir un niveau de compréhension qui soit pas équivalent au vôtre, mais pas loin quand même, pour vraiment comprendre l'histoire, les mécaniques, et faire vraiment une traduction qui soit fidèle au texte original. Donc, le plus de contexte que vous pouvez donner, mieux c'est. Et pour vous donner une idée, là j'ai mis, ça fait un gros bloc, mais il y a beaucoup d'infos, mais vous pouvez ne pas tout prendre. Le plus important, ça va être déjà une build, même si elle n'est pas totalement finie, mais permettre aux équipes de tester un peu le jeu, de parcourir le menu par exemple, parce que ça c'est souvent quelque chose qui pose problème. Parce que quand vous avez exit game et que vous n'avez pas trop d'infos, vous ne savez pas si c'est quitter la partie ou si c'est quitter le jeu et revenir au bureau. Pourtant c'est le même terme, donc ça peut avoir des conséquences différentes. Le Game Design Document, vous n'êtes peut-être pas obligé de le partager en entier, mais vous pouvez faire une version plus légère avec juste les points pertinents pour la traduction. Ça aide toujours de savoir un petit peu ce qui se passe, comment fonctionnent les mécaniques de jeu. Pour tout ce qui va être les objets, les armes, les équipements, c'est bien d'avoir des images. Parce qu'essayer de traduire quelque chose quand vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, c'est quand même compliqué. Alors que si vous pouvez fournir les images qui vont avec, si le nom ne nous aide pas vraiment, ou il y a plusieurs traductions possibles dans une langue, alors qu'en anglais, il y a peut-être un choix possible, nous, ça va nous aider à affiner un petit peu la traduction et donner quelque chose de plus fidèle. C'est assez important sur les jeux où les joueurs tiennent beaucoup à ce que ce soit quand même réaliste. Un point aussi important, si par hasard vous avez développé votre jeu uniquement en anglais, et que vous êtes francophone, vous risquez peut-être de ne pas être tout à fait d'accord avec les traductions qui seront faites. Donc à ce moment-là, je vous conseille vraiment de prévoir un glossaire avec tous les termes que vous voulez dans le jeu, les traductions que vous voulez voir pour les points précis, les mécaniques précises du jeu. Ça vous évitera d'avoir envie de recorriger manuellement derrière les équipes. Et ça évite pas mal de conflits. Pareil, si vous avez un guide de style, comment vous voulez que les phrases soient tournées, ça aide toujours à avoir un maximum d'infos. Et voilà, si vous ne faites pas la traduction du jeu vous-même parce que vous n'avez pas le temps, donnez le max d'infos de ce que vous voulez, vous, en français, à comment vous avez imaginé la traduction du jeu.
pour qu'au moins on puisse faire un résultat aussi fidèle que ce à quoi vous attendez. Et sinon, pour les dialogues, si, je vais quand même mentionner l'arborescence, parce que c'est quand même bien de voir à peu près, pour les choix multiples, où on se trouve dans l'histoire, à quel moment la boucle repart au niveau du choix 2, choix 3, et ainsi de suite. Et puis sinon, un synopsis aussi, c'est bien. Mais vraiment, le synopsis brut, sans fioriture, rien qui spoil tout, c'est très bien. On veut vraiment avoir au moins l'histoire et savoir à peu près où on va, savoir quels sont les points importants. Parce que des fois, il y a peut-être des twists qui arrivent et on n'a pas capté ça et on a fait un choix de traduction qui fait que le twist tombe à plat. Donc voilà. Et les fiches perso, évidemment, vous mettez le max d'infos. Pour les langues asiatiques, c'est super important de connaître l'âge des personnages et les relations entre eux parce que ce n'est pas les mêmes termes qui sont utilisés. Donc ne les oubliez pas. Et sous quelle forme ? Là, après, c'est libre. Hein. Vous pouvez faire soit un Google Drive avec tous les dossiers. Je vois beaucoup passer de projets sur Notion aussi. Il y en a qui se mettent à faire des sites vraiment complets, c'est pratique. Alors après, plus il y a d'infos, plus il nous faut de temps. Et sinon, sur Miro, moi j'ai eu un projet récemment qui était absolument génial sur Miro. C'était un jeu mobile où j'avais des screenshots de tous les écrans, vraiment tous les écrans du jeu. Et je pouvais rechercher n'importe quel string ID, ça allait me renvoyer vers le texte en question pour que je puisse voir les boutons, la place qui était disponible, ou à quoi ça allait ressembler en contexte dans le jeu. Et comme ça, je pouvais adapter ma traduction en fonction. Et pareil, j'avais le nom de tous les mobs, tous les objets, toutes les armes. Et je pouvais même voir les évolutions des armes, je pouvais voir les attaques en vidéo. Ça, c'était cool aussi. Donc vraiment complet. Et tout sur Miro, donc plutôt pratique. Et évidemment, il faut que ce soit en ligne et éviter que ce soit bloqué selon certaines régions, parce que voilà, selon les langues où vous traduisez, ça peut peut-être être gênant s'ils n'ont pas accès aux fichiers. Et dernier pilier, dernier point qui pose problème, la communication. J'avais commencé à le dire un petit peu au début, pendant les étapes de traduction et de LQA, il faut que vous soyez là, il faut que vous répondiez aux questions, parce que plus vous laissez les questions s'accumuler, déjà plus vous allez prendre peur en ouvrant le fichier. Parce que plus les projets sont longs, plus il y a de questions. Je vais vous dire que quand vous ouvrez un fichier et que vous avez 300 questions qui vous attendent, vous n'avez qu'une envie, c'est de le refermer. Le problème, c'est que si vous ne répondez pas aux questions, il y a des traductions qui seront faites et qui seront faites au mieux, en espérant que ça passe. Et ce n'est pas le plus pratique. Et le mieux pour vous, parce que ça prend énormément de temps, c'est d'avoir une personne. Vraiment une personne qui est dédiée aux échanges avec le prestataire ou avec les freelances, si vous décidez de gérer vous-même les freelances. Il faut, parce que quand vous traduisez par exemple 10 langues, ça fait quand même 20 personnes à gérer, donc pensez-y. 20 personnes à envoyer des emails. Donc pour ça, je vous conseille au niveau des plateformes, limitez-vous aux outils. C'est plus simple, genre email, éventuellement Discord pour ce qui va être toutes les communications très rapides, qui ont besoin de rien, et les fichiers de questions en ligne pour justement garder une trace de tout ce qui a été posé et partagé avec les équipes. Et puis sinon, faites le suivi régulier. Et n'oubliez pas de répondre aux questions, parce que vraiment, je peux vous le dire, moi quand j'arrive en relecture après les traducteurs et que je dois vérifier moi-même une à une les 300 questions qui ont été posées pour vérifier que mes équipes ont bien intégré les réponses qui leur ont été données et qu'elles n'en ont pas oublié en cours de route, je peux vous dire que c'est très long. Donc vous, faites-le aussi. Surtout que quand la localisation arrive, le problème c'est que vous avez plein de choses à faire. Vous êtes probablement en train de faire de la QA aussi, avec pas mal de soucis à régler. Il y a la deadline qui approche. Il y a peut-être des problématiques marketing qui vous tombent dessus parce qu'il va falloir faire la com. Donc, ça peut être... voilà. Donc, vous laissez pas gagner par tout ça. Et donc, voilà, pour conclure, déjà, on s'organise. On donne le max d'infos. Tout ce que vous pouvez partager, j'ai envie de dire presque légalement, c'est bien. Pensez aussi à intégrer la loc dans votre planning le plus tôt possible. Et dans votre budget, éventuellement. Ça pique un peu moins d'être un peu au courant des prix, plutôt qu'à la fin, quand vous êtes un peu en mode panique et vous voyez tout ce qu'il vous reste à faire et à payer. Et laissez-vous du temps aussi. Vraiment, laissez-vous du temps, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut partir... Qu'est-ce qui peut vous poser problème, en fait, tout simplement. Il y a toujours un bug de dernière minute. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Et enfin, le kit de localisation aussi, c'est vraiment important de vraiment grouper toutes les infos et de donner accès à tout. Comme si, en gros, il faudrait limite que les équipes de traduction soient capables de comprendre le jeu sans presque avoir à vous poser de questions. Il y en aura toujours. On a toujours besoin de clarifier un texte ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Et on n'oublie pas de créditer ces équipes à la fin aussi. Déjà pour les remercier pour leur boulot et aussi pour leur carrière. C'est quand même assez sympa de pouvoir dire qu'on a quand même aidé à contribuer à des projets, surtout qu'on s'investit beaucoup dedans.
et que voilà, les jeux, on les apprécie autant que vous en fait. Là, je vous mets quelques ressources utiles si vous cherchez les infos. Elles datent un petit peu pour certaines, le guide des bonnes pratiques de l'IJDA date un petit peu, mais il y a toujours des infos qui sont d'actualité pour vous, qui vous seront utiles. Et pareil, je pense que vous êtes familier avec cette série d'ouvrages. Ils sont pareils, ils ont une dizaine d'années, mais toujours d'actualité, toujours des infos utiles sur les petits pièges de la localisation. Et sur le site de l'IJDA, il y a aussi des articles qui sont disponibles qui creusent la question. Par exemple, il y a un article ultra détaillé sur le temps que prend la localisation, avec vraiment plus d'étapes que ce que je vous ai dit. Voilà, je suis arrivée au bout. Je suis désolée si c'était ultra rapide. J'ai vraiment essayé de garder le plus problématique. Il y a des choses que je pourrais développer pendant des heures, mais on n'avait pas trop le temps. J'aurais deux questions. Une première sur les outils de TAO, un peu dans l'optique de petits projets de jeux vidéo avec des budgets assez restreints. Est-ce qu'il y a des outils qui sont soit gratuits, soit pas trop chers? Et également, est-ce que faire de la pré-trad automatique, c'est quelque chose qui peut faire gagner du temps et du budget, ou c'est pas top? Alors, les outils, je dirais, pour vous, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à vous en préoccuper, quelque part. C'est plus pour nous, en fait, pour le travail. Gratuit, je ne sais pas s'il reste gratuit, parce que j'ai l'impression que au début, il y en a des nouveaux qui apparaissent et ils sont gratuits, et ensuite, il y a des plans d'abonnement pour vous permettre d'utiliser les mémoires de traduction qui commencent à coûter assez cher. Donc, limite, c'est peut-être un coût que vous feriez mieux de laisser reporter sur la traduction et pas vous en préoccuper. Et pour la trad auto, comment dire vraiment, en fait, ça nous aide pas du tout. Ça prend beaucoup plus de temps d'essayer de reprendre ce qu'une machine a pu faire. Après, il y a peut-être les parties, éventuellement les paramètres, mais par contre, pour tout ce qui est dialogue, à éviter complet. Le problème, c'est que ça prend des statistiques qui prennent à peu près la traduction la plus probable pour quelque chose, et ça ne rendra pas hommage au texte, en tous les cas. Juste pour préciser, la question c'était plus orientée sur faire la trad in-house, où il y a certaines personnes qui peuvent faire de la trad mais pas de manière professionnelle et qui n'ont pas ces outils-là. Du coup, si ça change votre réponse. Après, in-house, ça dépend si c'est des salariés. Est-ce que tu as suffisamment de jeux pour les faire travailler tout le temps ou... Après, à toi à voir. Ponctuellement, il faudrait que ce soit des personnes qui fassent autre chose à côté, mais la trad, ça prend quand même beaucoup de temps. Et c'est usant aussi à force quand on doit vraiment faire preuve de créativité tout le temps. C'est vrai que c'est avoir selon le rôle que ces personnes ont et leur place dans tout le processus, parce qu'à un moment donné, si elles se retrouvent à faire de la trad et autre chose à côté, ça risque d'être chaud. Bonjour, merci pour la conférence, c'était très chouette. Ma question, elle est purement pratique. C'était vis-à-vis de ce que tu disais sur les statuts, les lignes obsolètes, etc., tout ça, qui étaient marquées par la colorisation, qui n'étaient pas prises en compte par vos outils. Est-ce que les outils seraient capables de prendre un champ de statut, par exemple, à la place, qui permettrait de dire cette ligne-là, par exemple, elle est à traduire, elle est obsolète, elle est intégrée, etc., tout ça, et qui pourrait être plus facile à manipuler que juste de la couleur, en fait? Alors, faudrait voir, mais à ma connaissance, pas sur leur système de fonctionnement, parce que nous, ils nous indiquent les changements en se basant sur la fameuse mémoire de traduction, parce qu'ils vont identifier par rapport au texte existant les différences, et ils vont nous donner un pourcentage, j'ai envie de dire plutôt approximatif. Parce que le problème, c'est que ça se base sur des lettres qui ont changé, le nombre de signes qui a changé, et du coup, on peut avoir un pourcentage qui va nous dire 80% de différence, ou de correspondance, pardon, ou 50% de correspondance, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a été changé, ou alors il y a beaucoup de choses qui a été changées, ça nous dit seulement qu'il y a un très haut score de correspondance. Donc c'est pas trop fiable, mais avec ça, on arrive à peu près à estimer quand même. C'est mieux pour nous, en fait, c'est plus en gestion, moi je vois plutôt en gestion de projet l'intérêt des lignes en couleur. Pour moi, parce que quand je fais un export, par exemple, avoir les nouveaux ajouts en couleur avant de livrer, ça me permet de vérifier que toutes les traductions ont bien été exportées, que j'ai pas eu un souci. Par exemple, avec Excel, le problème, c'est tout ce qui va être les formules.
Dès qu'on met un plus quelque part, il va commencer à prendre ça pour une formule. Et il ne faudrait pas que le logiciel, nous, ait écrasé le truc et ne l'ait pas pris en compte, par exemple. Ça m'est déjà arrivé, je ne comprenais pas, je voyais une ligne qui n'était jamais exportée, et en fait, le logiciel ne l'avait juste pas pris en compte dès le départ, et il refusait de le prendre en compte. C'était un peu compliqué. Donc ça me sert beaucoup à ça, et puis après, pour anticiper un petit peu aussi, pour voir filtrer par couleur, et avoir une idée pour dire aux équipes, ok, on part sur ça, on estime qu'il y aura à peu près ça, et ça devrait prendre à peu près tant de temps. C'est plus pour des estimations pour nous en gestion de projet. D'accord, mais le filtrage par couleur se fait quand même sur le document Excel ou spreadsheet, donc Ouais. ce serait un équivalent, quoi. D'accord, merci. Moi j'avais une question, donc j'en profitais, vu qu'il n'y a pas de main levée. C'est justement donc les docs comme Cat, j'ai oublié le nom enfin je me rappelle du chat quoi, mais donc tout ça, ça prend bien ce que tu peux mettre dans un Excel ou pour faire que on vous fournit un fichier Excel avec toutes les infos, et tout ça, ça va être trié ensuite, ou vous avez besoin de le découper avant de le réimporter dans le Cat Normalement, non, j'ai juste à lui dire quelle colonne fait quoi. Et c'est pour ça, c'est important pour moi, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai que dans le screenshot sur les colonnes, c'est bien de garder le même ordre de colonnes dans les onglets. Parce que j'ai eu un projet de 30 fichiers avec des colonnes jusqu'à CX et des onglets que je ne devais pas prendre en compte. J'ai mis à peu près une quinzaine d'heures à le préparer pour mes équipes de traduction derrière. Sachant qu'en plus, je dois encore faire le traitement de tout ce qui va être les variables. Je dois les transformer en tags non modifiables pour éviter que quelqu'un oublie de fermer une accolade ou quelque chose comme ça. Donc, et si je me loupe, je recommence. C'est encore pas automatisé, mais voilà. Mais en fait, nous, on prend le fichier tel quel, et quand il est réexporté, même format, même ordre, il n'y a pas de changement, c'est juste les traductions sont ajoutées en plus. Et donc c'était la question follow-up, mais je pense que j'ai un bout de réponse. Ça prend les balises qu'on aurait pu mettre, genre par exemple quand il va y avoir des gestions de genre, etc., de dire où il faut que ça appelle le nom de joueur machin qui fait référence à une autre cellule, etc. Ce logiciel-là, il arrive à capter ça aussi Oui, exactement. Et là, c'est bien. Moi, je sais que j'aime bien Excel pour ça, c'est que ça permet dans la colonne de description ou d'information de dire telle balise va être remplacée par ça et donner même un exemple de phrase. Parce que comme ça, au niveau de la grammaire, nous, on peut réajuster et remettre le mot à la bonne place dans la phrase. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il reste au moins 15 minutes, je pense, là. Je suis allée vite. Allez-y, posez vos questions, il n'y a pas de souci. Vous, est-ce que ça vous arrange plus qu'on envoie un seul gros Excel qui contient l'intégralité de la log et ce qui est de la UX, UI des menus et les dialogues in-game, ou vous préférez avoir des parties séparées en plusieurs tableurs? Est-ce que c'est un truc... Ça dépend, mais si le fichier est vraiment monstrueux, c'est peut-être mieux de le découper. Mais après, ça dépend pour vous au niveau de l'import aussi. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un seul fichier ou est-ce que vous pouvez importer plusieurs fichiers sans que ça crée de problème? Ok, ouais, je vois. Bon, okay. Ça va ma question. Pardon. Merci, je suis désolée, je ne lève pas la main très haut. Merci pour la conf. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez déjà eu des demandes de traduction pour des patois, par exemple, ou pour des langues qui ne sont pas énormément parlées? Malheureusement, non. On aimerait bien, mais après, ça reste compliqué de trouver les personnes pour le faire. Là, on essaye de traduire des jeux depuis le français, et le nombre de personnes qui peuvent traduire des jeux vidéo depuis le français vers d'autres langues, c'est un petit peu plus compliqué que, par exemple, traduire anglais, allemand, anglais, espagnol. Là, c'est facile, on trouve du monde. Mais dès qu'on commence à chercher français, allemand, français, espagnol, ça commence à être plus compliqué. Donc les patois, on aimerait bien. Ça peut être sympa comme truc. Moi, j'aimerais bien en voir plus, personnellement. Mais on verra peut-être à l'avenir. Après, c'est des questions de budget aussi. Okay. Budget, rentabilité, est-ce que par rapport au coût, parce que c'est vrai qu'on compte, on facture en nombre de mots, donc plus vous avez de mots dans le jeu, plus ça va coûter cher, forcément. Et plus nous, ça prend du temps à traduire. Donc est-ce que traduire dans une langue où il y aura peut-être moins de joueurs potentiels, est-ce que ça va vraiment être rentable ou pas? C'est aussi la problématique. Ok, merci.
J'ai une nouvelle question, donc je vais en profiter. Résultat, est-ce que tu dirais que ça peut valoir le coup de faire, admettons qu'on fait de son jeu qu'en français, de le faire d'abord traduire en anglais, et puis ensuite de partir de cette traduction anglaise pour envoyer au reste de l'agence pour non seulement diminuer le word count, vu que l'anglais généralement est plus court, mais aussi parce que c'est plus facile de trouver des traducteurs, comme tu dis, qui vont passer de l'anglais à une autre langue que du français à une autre langue. Ouais, tu peux, c'est ce qui se fait actuellement, même pour les jeux en chinois par exemple, chinois, anglais et anglais vers les autres langues. Le seul souci, c'est que tu rajoutes un filtre culturel qui est le filtre de l'anglais. Et c'est pour ça que je disais que si vous avez des textes en français, c'est bien de les rajouter aussi. Parce que certains traducteurs ont le français comme deuxième langue parce qu'ils l'ont appris à l'école. Ils s'en servent peut-être pas de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le niveau bilingue à 100% pour pouvoir traduire, mais ils peuvent comprendre. Et du coup, ça leur donne deux versions et ça les aide à affiner la traduction. S'ils ne comprennent pas l'anglais, ils vont aller regarder la source en français et peut-être comprendre un peu mieux. Et donc ça, si on fait appel à une agence, c'est un truc qui est un peu systématique, systématisé, ou c'est où ils vont se dire on nous a demandé de traduire du français et puis pas s'embêter, juste essayer de traduire du français dans tous les cas vers toutes les langues, ou c'est une étape qui va être faite par l'agence de se dire on va d'abord faire l'anglais puis... Ah, ça, c'est à vous de discuter. Nous, on en discute dans les premiers rendez-vous qu'on a avec nos clients. C'est à partir de quelle langue. Souvent, on nous le dit dès le départ. Les informations que vous devez donner à une agence quand vous contactez quelqu'un, c'est j'ai tant de mots, je voudrais traduire vers telle langue et il me le faut pour telle date. Et après, on vous dit si c'est réaliste ou pas. Mais ouais. Après, non, c'est à discuter vraiment pour savoir... si on a les équipes, on peut traduire directement vers le français. Par contre, après, voilà, si c'est des langues un peu rares, français-polonais, ça peut être plus compliqué que français-espagnol, par exemple. Et des fois, c'est vrai que oui, l'anglais, c'est plus simple parce qu'il y a beaucoup plus de monde, les tarifs sont un petit peu moins chers aussi, et c'est plus facile. Merci. Plus de questions? Bon. Après, je ne sais pas si tu as d'autres trucs que tu penses pouvoir étayer ou... Ça dépend, vous avez combien d'heures devant vous? Non, mais justement, là, techniquement, il reste 13 minutes, donc ça va, on a un peu de temps quand même. Oui, j'ai fait vite, mais je pensais pas faire si vite, parce que quand j'ai fait mes répètes, moi je le dépassais. Donc, Mais là, ouais, j'ai couvert à peu près, je pense, les points les plus importants. Si je peux vous dire, si je peux rajouter, tu parlais justement de la traduction avec la langue pivot, mais ce que je recommande aussi, c'est de faire relire les textes. Si vous les avez écrits en anglais, faites-les relire par quelqu'un natif. À vous de décider si vous préférez anglais britannique ou américain. Ça, on vous laissera vous poser la question et voir aussi. Et faire relire les textes en français aussi. Parce que des fois, tout le monde fait des erreurs. Moi aussi, je fais des erreurs. Je suis sûre qu'il y a des coquilles qui sont restées dans ma présentation alors que je les relis. J'ai relu en long, en large et en travers. J'ai utilisé le logiciel Antidote, si vous connaissez. Il est capable quand même de détecter pas mal de fautes. Donc, je suis sûre qu'il en reste. Mais voilà, franchement, c'est un conseil que je vous donne, parce que c'est pareil, un regard externe sur vos textes. Ça vous permet aussi parce que peut-être que des fois, vous avez fait énormément de modifications, il y a des pans d'histoire que vous avez enlevés, que vous avez modifiés, un personnage qui a changé de nom, mais pas partout. Et avoir quelqu'un d'externe qui relit vos textes vous permet de repérer toutes ces petites erreurs. Et après, c'est vrai que en traduction, nous, on scrute vraiment le texte. C'est vraiment notre outil de travail. Donc, s'il reste des coquilles en anglais ou en français, on va vous les signaler. Donc, ça veut dire que vous allez devoir les corriger et peut-être renvoyer les fichiers derrière avec les corrections. Et du coup, ça fait encore les allers-retours. Et ça fait peut-être des fois du budget en plus selon le volume, le nombre de mots qui nous revient en fait avec la relecture. Donc, c'est un conseil vraiment. Surtout si vous écrivez en anglais vous-même, essayez vraiment de faire l'anglais en version la plus prête possible pour le public international. Parce que ce sera vraiment la version du jeu que tout le monde va voir en fait. Ouais, moi j'ai une petite dernière question. Je me demande si en plus de faire de la traduction, vous ne pouvez pas fournir un service de feedback culturel, entre guillemets, si par exemple on se rend compte que le nom d'un personnage c'est une grossièreté dans une langue, ou où on parle on évoque un thème qui sera complètement inconnu dans une certaine culture. Est-ce que c'est ce genre de choses vous faites, ça fait aussi partie de votre travail, ou est-ce que c'est compliqué à mettre en place, quoi? Oh non, complètement. On peut demander à nos équipes justement de faire un feedback si on peut leur donner accès au jeu avant, faire des retours. Il y a eu pas mal de choses qui avaient été faites. Il y avait un Pokémon, je crois, qui avait dû changer d'image en Europe parce qu'il faisait un signe qui
qui a été repris récemment par personne politique. Mais ça fait partie des enjeux culturels auxquels il faut penser. Le plus délicat, c'est pour tous les jeux qui vont être qui se basent sur des faits historiques réels, surtout des conflits, parce que personne n'aime être le méchant de l'histoire. Donc on a tous notre propre version des guerres et comment on a perdu, comment on a gagné. Et ça, c'est des sujets qui peuvent être très difficiles au niveau culturel. Et on peut éventuellement mettre en contact avec nos collaborateurs dans différentes langues pour vérifier justement que d'un point de vue culturel, tout est OK. Il n'y aura pas soit du texte, soit des images qui devront être rectifiées pour que ça passe. Il me semble, par exemple, pour certains pays, c'est l'Australie, il me semble qu'il faut éviter tous les noms de drogues réelles, du monde réel. Il faut utiliser des noms inventés. Sinon, ça peut être... Mais ça, je pense que ça peut être référencé, je pense, dans tout ce qui est les normes PEGI, par exemple. On peut avoir déjà pas mal d'infos sur ce qu'on peut utiliser ou non pour commercialiser dans un pays. Je crois que l'Allemagne utilise sa propre version, d'ailleurs. Ils sont un peu en dehors. USK. Mais... USK. Mais oui, c'est tout ce qui est un peu consulting culturel et tout. Nous, on fait ça avec plaisir, au contraire. C'est à toi de voir si tu veux conclure maintenant ou si tu préfères. Si tu as encore des tips à distribuer pendant 10 Ouais, minutes. je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé de pas trop vous assommer, pas trop aller trop vite, mais ça, c'est vraiment tous les points qui posent encore problème, malheureusement, en 2025, même pour nous, en traduction. Après, ça dépend avec qui on travaille, et là, ça commence à être de plus en plus facile, mais c'est vrai que avoir des fichiers avec du contexte, avoir un kit de localisation, avoir des délais corrects, ne pas faire ça à la veille pour le lendemain, par exemple, c'est des problématiques auxquelles on est confronté assez souvent. Donc, déjà, ça ne sera jamais parfait, mais si vous arrivez à faire un petit peu tout ce qui a été mentionné ici, c'est déjà pas mal. Vous y prendre le plus tôt possible. C'est comme tout. La localisation, il faut vraiment le penser en amont parce qu'en fait, c'est vraiment votre jeu, mais dans une autre langue, pour un autre pays. Donc, tout ce que vous faites avant pour le sortir, ça compte aussi pour les autres langues. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment en tenir compte le plus tôt possible, en fait. Et pas à la dernière minute. De toute façon, après, c'est une catastrophe. Quand c'est fait à la dernière minute, il n'y a rien qui va. C'est de stress pour tout le monde. Même pour nous, on est un peu aussi victime des retards qui sont pris en amont. Et on se retrouve à devoir tenir une deadline parce que le jeu a été annoncé à telle date et il va falloir qu'il sorte à telle date. Après, vous pouvez toujours faire une annonce et dire on rajoutera ce qui manque après avec un patch. Mais au niveau de la com, c'est peut-être un peu moins classe, quoi. Merci à vous.